j'essaye de casser cette frontière. T'es blogueur numéro 1, mais dans ton pays, pourquoi est-ce que ton ambition pourrait pas être d'être blogueur numéro 1 sur le continent ou sur le monde? C'est-à-dire que, évidemment, t'es blogueur numéro 1, il y en a qu'un qui fait ça. Voilà. Donc, en fait, quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui voudrait devenir influenceur, et là, pour le coup, ce serait intentionnel. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, je pense que le plus important est de partir d'une passion. Ouais. Partir d'une passion ou d'une expertise ou d'un talent. Mais je mets passion en avant parce que il faut être suffisamment passionné pour accepter que pendant un moment, on va pas du tout être remarqué. C'est vrai que c'est un thème qui est un peu galvaudé, mais c'est quoi un influenceur en 2019? Alors, c'est très simple. Un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui, tout simplement, en 2019, en tout cas, la définition, c'est quelqu'un qui, de par sa passion, de par son talent, de par son expertise, a réussi à créer une communauté. Aujourd'hui, Philippe est un influenceur dans tout ce qui concerne. Les réseaux sociaux ont changé le monde. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Au travers de ces réseaux-là, on a un métier qui est né, celui d'influenceur. Je ne sais pas si tu connais vraiment comment fonctionne ce métier-là et si tu sais que toi-même, tu peux devenir un influenceur ou une influenceuse. Dans cette interview, on va rencontrer un spécialiste, Kaï Lumumba, qui va nous parler en fait du métier d'influenceur. Comment faire pour devenir influenceur? Comment faire pour gagner de l'argent? Il nous partage des stratégies juste magnifiques. Et ensuite, combien on peut gagner en tant qu'influenceur? Et en parallèle de ça, il nous donne des conseils beaucoup plus globaux en tant qu'entrepreneur. D'après lui, comment faire pour réussir en tant qu'entrepreneur? Bref, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie de devenir entrepreneur ou ont envie de savoir quels sont les rouages de succès de toute cette aventure-là, je vous invite à suivre l'émission jusqu'à la fin, d'autant plus que Kaï, justement, a la particularité d'avoir étudié et vécu en Europe et d'être désormais installé en Afrique. Donc, il a vraiment la double vision culturelle de l'Europe et de l'Afrique et il travaille entre les deux continents. Donc, j'ai profité d'un de ses passages à Paris pour pouvoir faire cette interview avec lui qui est vraiment super riche, dans laquelle moi-même j'ai appris pas mal de choses. Donc, si l'entrepreneuriat et l'investissement sont des choses qui t'intéressent, eh bien, tu es sur la bonne chaîne parce qu'ici, on parle clairement de ces thématiques-là. Abonne-toi, active les notifications et puis va dans la barre de description pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset. Je ne t'en dis pas plus. Allons rejoindre Kaï. Bonjour Kaï. Salut Philippe. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice et de refaire l'interview. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on avait essayé il y a quelques mois déjà, mais de mon fait, on n'a pas pu bien enregistrer. Donc, je suis bien content que tu sois de passage à Paris. Est-ce que tu peux juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous parler un peu de ton parcours aussi? Ok, donc Kaï Lumumba, entrepreneur avant tout. Donc, voilà, je suis... C'est Google. Google qui nous écoute. On va faire plus simple. On va mettre en mode avion. D'accord. Ça sera plus simple. Je ne donne pas mon téléphone. Mais voilà, mais c'est bon, ça fait naturel. Donc, entrepreneur. Donc, je suis cofondateur et CEO de Totem Experience et Adicom Days. Donc, Totem Experience, c'est une structure qui vient accompagner les entreprises pour booster leur créativité digitale sur les réseaux sociaux. Donc, nos forces, ça va être vraiment du contenu type vidéo, audio, image, du storytelling. On va utiliser soit de l'humour, soit de la pédagogie, soit de l'information pour capter l'attention des clients, de nos clients, donc de la cible de nos clients sur les différents réseaux sociaux, faire de la web série, ce genre de choses. Et notre particularité, c'est que ces contenus, on les crée très souvent avec des influenceurs, en fait, des personnes assez créatives sur les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, on a créé notre événement qui a maintenant 3 éditions, Adicom Days, Africa Digital Communication, qui en fait a pour objectif d'être au cœur de ce secteur qui se crée, qui est la communication digitale. Sont invités les responsables des plus grandes marques, des marques qui ont les plus d'intérêt en Afrique, étrangères comme africaines, les influenceurs les plus créatifs du continent dans les domaines de l'IT, du voyage, de la mode, et aussi des internationaux qui viennent comme Willem l'année dernière,
des gens du Nigeria, de la diaspora, etc. Donc, voilà un peu de quoi je m'occupe aujourd'hui. D'accord, c'est très intéressant. Je pense qu'on va creuser un tout petit peu. Oui. Mais pour mieux comprendre déjà à la base, c'est vrai que c'est un thème qui est un peu galvaudé, mais c'est quoi un influenceur en 2019? Alors, c'est très simple. Un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui, tout simplement, en 2019 en tout cas, la définition, c'est quelqu'un qui, de par sa passion, de par son talent, de par son expertise, a réussi à créer une communauté. Aujourd'hui, Philippe est un influenceur dans tout ce qui concerne l'investissement au pays, donc en Afrique. Toutes ces personnes qui se posent des questions de franchir le pas pour investir au pays. Et puis j'ai vu que tu as fait des conférences sur le continent, donc il y a également des gens qui, même en étant sur place, bénéficient de ces conseils. Donc en fait, tu influences leur jugement. D'accord. Okay? Ça, c'est en partant d'une expertise. Ceux qui sont les plus visibles ces temps-ci, c'est ceux qui sont partis d'une passion. Parce qu'en fait, c'est devenu de manière un peu, on va dire, pour certains, non intentionnelle. C'est juste des gens qui ont partagé leur passion. J'aime la cuisine, donc je fais des photos de beaux plats, je montre mes recettes, etc., etc. Et on voit que ça plaît. 100, 400, 1000, 25 000, 30 000 personnes vous suivent. Et donc, tout d'un coup, vous vous retrouvez grâce à cette force que représentent les réseaux sociaux avec plein de personnes qui partagent votre passion. Et quelque part, enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais comme j'aime dire, l'influenceur, ça a toujours existé puisque même avant les réseaux sociaux, voilà, si votre voisin vous disait d'aller acheter votre viande là-bas, vous y allez. Donc nos actes d'achat sont toujours influencés. Mais il y a une nouvelle donnée puisque en plus des amis, de la religion et de la famille, il y a maintenant des études qui montrent que voilà, ensuite c'est les réseaux sociaux qui influencent le plus nos actes d'achat. Oui, de toute façon, personnellement, avant d'acheter quoi que ce soit, je vais sur le site et je vérifie des avis. Exactement. De personnes que je ne connais pas du tout, mais qui disent le produit il est bon ou il n'est pas bon. Et sur cette base-là, j'achète. Exactement. Et il y a des entreprises qui ont créé tout leur business model autour de ça. Des sociétés comme Airbnb, elles reposent uniquement sur les commentaires, l'avis des personnes. Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, l'avis d'un internaute vaut beaucoup d'argent. Les étoiles, les notes sur Google, c'est très important pour un commerçant. Et côté financier, comment on fait pour vivre de ça? J'imagine l'influenceur, il est contacté par une marque, ou alors il démarche une marque, et derrière, il facture sa prestation, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, il y a plusieurs solutions. La marque, parfois, a déjà un contenu qu'elle a juste besoin de viraliser. Donc, elle va demander à l'influenceur de voir si ça correspond à sa ligne éditoriale, s'il peut le pousser contre rémunération. Il y a le choix aussi où la marque va avoir un message commercial, mais va pas savoir comment l'exprimer, donc va donner carte blanche à l'influenceur pour trouver un concept dans son style, soit humoristique, soit en story, soit en photo, etc. Et donc là, on va chercher un influenceur un peu plus capable, un peu plus créatif pour créer quelque chose. On va essayer de lui faire confiance là-dessus, parce qu'il sait comment parler à sa communauté, parce que c'est vraiment ça la clé, je l'ai pas dit, c'est l'influenceur est censé vous permettre d'avoir plus d'authenticité parce que on croit plus facilement en fait un individu qui paraît comme un membre de sa famille ou un ami que une institution. Donc pour résumer les différentes façons, les différents modèles que peut avoir l'influenceur, ça va être dans un premier temps être contacté par une marque qui a déjà son contenu, son message publicitaire, son message commercial, et qui va proposer le contenu à l'influenceur pour qu'il le diffuse. D'accord. Contre rémunération. Donc là, c'est à l'influenceur de voir si ça correspond à sa ligne éditoriale. Très important que ça aille en face. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, je prends un exemple précis puisque les gens qui regardent connaissent tes contenus. Si demain on te demande de faire une pub pour un dentifrice,
ça va être bizarre. Je critique pas les dents ou quoi, mais mes dents ne sont pas assez blanches. Non, c'est pas ça. Non, ça va être bizarre, alors que si quelqu'un va dire que je viens d'ouvrir une école spéciale sur l'immobilier, etc., là, tu vas te sentir légitime pour en parler. Tout à fait. Si tu valides cette école-là, tu vas dire, tiens, il y a une nouvelle école basée à, je sais pas quoi, Niamey, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est où on va demander à l'influenceur d'être plus créatif. Alors, on a nos messages commerciaux, mais c'est à lui de voir comment est-ce qu'il veut les intégrer. On lui fait confiance. Totalement. Les intégrer dans son univers. Voilà. Et le troisième cas, c'est l'influenceur qui va s'associer avec une structure créative, soit une boîte de production, soit une agence comme la nôtre, et créer un contenu totalement original. Une série, voilà, un jeu, un événement parfois, parce qu'on parle de digital, mais voilà, le présentiel est pas mal. Tout ce qui est meet-up, ça fonctionne. Donc voilà, il y a différents endroits, à différents moments. Après, ça y est des influenceurs qui vont plus loin et qui ont une casquette entrepreneur, une casquette où ils arrivent à vendre du conseil, du coaching sur différentes choses. Coaching en mode, coaching en RH, coaching, voilà, ce genre de choses, ou voilà, créer des concepts pour les entreprises. Donc là, ça dépend du background. D'accord. Ça dépend du background de chacun, parce que voilà, il y a des gens, on les voit, ils font des voyages, des photos à la plage et tout, mais derrière, ils sont peut-être capables de vendre des parcours touristiques, clés en main, etc., etc. Donc, chacun a son background. En autre piste de monétisation, je pense qu'on a tout. Enfin, on a fait ouais, et puis il y a créé un produit. Moi, ça revient à un service aussi, ouais. Au business, mais voilà, il y a des gens aussi qui créent un produit. Oui, moi je connais des influenceurs comme ça, t-shirts, casquettes, ou même des influenceurs beaucoup plus loin, qui étaient fans de skateboard. Ouais. Il a eu une grosse communauté et au final, il a créé sa propre planche de skateboard. Ouais, ben voilà. Voilà. Ça arrive très souvent dans tout ce qui est beauté. On a des marques de parfums qui ont cartonné via des influenceurs. Bon, là, pour le moment, plus en Europe, aux États-Unis, mais ça cartonne. Des parfums qui n'ont jamais fait de pub hors digital. Wow, ok. Et du coup, en termes de chiffres, juste une sorte de fourchette, pour qu'on se fasse une idée claire, ça permet de gagner à peu près combien? Pour l'influenceur? Oui, bien sûr. Ah, c'est très varié, hein, mais il y a allez, on va dire que des actions commencent à 250 000 CFA. 250 000 francs CFA. Ouais, okay. Ça, c'est pour une action ou c'est pour un... Pour une action, un influenceur, voilà, un médium, une action où il n'a pas trop à se... Là, on profite vraiment plus de son réseau, etc. Okay. Donc, il va faire des actions, partager un événement, se pointer à un événement, etc. et tout. Mais ça monte assez vite parce que très souvent, on demande plus d'actions. Oui. Sur une campagne. Donc, ça peut monter jusqu'à 1 million, voilà, 1 million de francs CFA, mais, et ça peut aussi monter en fonction de la personne, bien sûr, pour la même action. Voilà, il y a des catégories, c'est comme, il y a si on veut faire de la publicité sur des footballeurs, c'est pas la même chose qu'on le fasse avec Neymar ou avec un autre joueur. Donc c'est pareil. Oui. Ça c'est du classique. Ça va pas être les mêmes tarifs en fonction de l'impact que peut avoir la personne. C'est comme, il faut vraiment les considérer comme des médias. C'est pas pareil si vous faites la publicité sur TF1 ou sur la chaîne du quartier. D'accord. Quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui voudrait devenir influenceur, et là pour le coup ce sera intentionnel. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, je pense que le plus important est de partir d'une passion. Ouais. Partir d'une passion ou d'une expertise ou d'un talent. Mais je mets passion en avant parce que il faut être suffisamment passionné pour accepter que pendant un moment, on va pas du tout être remarqué. Tout à fait. Donc, au début, tu es seul dans ton coin. Je pense que tu sais de quoi on va en parler un peu, oui. Mais pour construire une communauté, il faut vraiment, en fait, déjà
aimer son propre contenu. Ouais. Parce que si on se dit, ah tiens, vraiment les vidéos marrantes, ça marche, hein, et je vais faire des vidéos marrantes, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de faire des vidéos. Admettons même que vous avez un talent, mais bon, voilà. Et vous allez faire 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. La meilleure vidéo aura eu 177 vues, donc vous allez vous dire, ah, finalement, voilà. C'est pas pertinent. Sauf que les plus impactants, on peut, enfin voilà, si on les cite, on va tout de suite voir que, ah ouais, un tel c'est depuis 2010, un tel c'est depuis 2011, un tel c'est depuis 2012. Et donc voilà, donc c'est la patience et donc la passion. Voilà, les deux vont vraiment ensemble. Et après, quand on arrive à quelques résultats, c'est forcément bien s'entourer. Mais moi, ce que j'aime bien dire, si je dois donner vraiment un conseil, c'est vraiment étudier. C'est la culture digitale. Vraiment étudier. Les meilleurs ont étudié ce que font les meilleurs de leur secteur. Tout à fait. Donc, il faut aller voir ce que font les influenceurs les plus importants des États-Unis, du Maghreb, d'Europe, etc. Et c'est ce que je dis souvent quand je vais dans un pays, en Afrique francophone, et que je fais un meet-up, et qu'une personne se présente à moi et dit, voilà, je suis le blogueur numéro 1 dans tout ce qui est cinéma, etc. Et en fait, j'essaye de casser cette frontière. T'es blogueur numéro 1, mais dans ton pays, pourquoi est-ce que ton ambition pourrait pas être d'être blogueur numéro 1 sur le continent ou sur le monde? C'est-à-dire que, évidemment, t'es blogueur numéro 1, il y en a qu'un qui fait ça. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je pousse les gens à aller voir, ok, moi je suis là, je suis au Sénégal, je parle de cinéma, je suis numéro 1, mais tiens, que fait les blogueurs cinéma de Côte d'Ivoire? Waouh! Ils font plus. Ouais. Au Cameroun, waouh, etc. En France, etc. Et ça doit être ça, en fait, avec le web, la concurrence, entre guillemets, elle est partout. Tout à fait. Moi, je parle plus d'inspiration que de concurrence, mais voilà, elle est partout. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire aux gens qui sont intéressés pour se lancer là-dedans. D'accord. Mais du coup, toi, dans ton parcours, tu as fait beaucoup de pays. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir vers l'Afrique? Alors, moi, effectivement, donc j'ai fait avant les études supérieures, j'ai fait surtout la Belgique et la Côte d'Ivoire. Bon, le Congo, mais plus en congé. Et après, je fais des études en France et en Angleterre, travaillé un peu en France, et j'ai monté d'abord la structure en France, donc à Paris. Et qu'est-ce qui a poussé? Alors c'est particulier, il n'y a pas un événement précis. Je savais juste que à un moment donné, quand on a l'objectif, en tout cas selon moi, hein, l'objectif d'avoir un impact, mais enfin même le mot impact serait réduit pour ce que je veux vraiment, c'est bon, on va réutiliser le terme de l'influence, mais influence, oui. Impact sur le continent, je ne pouvais pas, je ne peux pas le faire en étant éternellement dans la diaspora, en fait. En fait, c'est juste que ça ne va pas ensemble, c'est complémentaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui est basé ici. Parce qu'on sait les liens, voilà, qu'ont l'Europe et l'Afrique, ça il faut vraiment en avoir conscience. Mais voilà, j'ai besoin d'être dans la poussière aussi, que le soleil me cogne, voilà, maîtriser vraiment c'est tellement formateur en plus. Et justement, c'était ça ma question d'après. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es arrivé en Afrique par rapport à ce que tu vivais en Europe? Positif, négatif, je sais pas, mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Bon, comment dire? J'ai toujours du mal avec ce genre de questions parce que, quoi que je dise, je dirais que ça existe aussi ailleurs, je pense. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui
Et au-dessus de la moyenne, forcément, Alors, l'idée, c'est pas forcément quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans le sens de, ah, je m'attendais parce que ce soit peut-être si marqué que ça, ou alors que ça soit plutôt absent. C'est-à-dire de te dire finalement ici, beaucoup plus que je ne pensais, les gens sont très attachés à ci ou à ça, ou voilà. Et ça structure finalement la manière de faire le business. D'accord. Bon, ben, forcément, les temps de validation. Les temps de validation des dossiers qui peuvent être très élevés. Moi, ça m'a marqué, mais bon, c'est vrai que c'est un truc qui me marque de manière générale chez certaines entreprises. Sinon, c'est sur les ressources humaines. Et là, c'est sur les deux. C'est à la fois expérience négative, à la fois expérience positive, expérience en fait très très positive. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir trouvé des gens qui ont une conscience professionnelle très élevée, là où ça va être paradoxal ce que je dis, c'est-à-dire que en fait, je vois beaucoup de gens qui ont une conscience professionnelle pas suffisamment forte, tandis que moi j'ai la chance d'avoir des gens qui ont ça. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que ça devient même le critère numéro 1 pour moi, parce que derrière il y a une forte culture donc au niveau des ressources humaines, de faire plusieurs choses. Ouais. Donc ça, il faut en avoir conscience. Je dis pas en fait que ça, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, qui m'a dit ah c'est bizarre, etc. Mais les gens doivent, en Afrique, tout le monde a une entreprise. Que tu sois salarié, que tu sois truc, tout le monde a une entreprise. Comme on dit à Abidjan, tout le monde a son gombo. Tout le monde a son truc à côté. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple d'une forte particularité. Oui. Donc comment appréhender ça? Il y a deux écoles. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire bon, qui vont contrôler, que tu fasses rien, machin, etc. Moi, j'ai pris le chemin inverse, c'est-à-dire que je suis même au courant, ils me présentent leurs autres activités, leurs autres passionnés. Lui, il fait des formations. Je lui laisse même les locaux pour qu'il fasse sa formation le samedi. Un tel, il veut faire des vidéos, il prend le matériel. Un tel, il veut faire ça dans le jardin du truc. Un tel, il a une qui est passionnée de cuisine, sur des clients quand ils font des événements, la met en traiteur. Tant que la conscience professionnelle vis-à-vis de l'entreprise, de notre objectif commun est suffisamment forte, ça me dérange pas cet épanouissement Au contraire, bien sûr, parce que ça renforce aussi. C'est dangereux, hein. Parfois, les gens me disent, oui, mais tu vois, là, il y a de la dispersion, etc. Moi, je juge que sur les faits. Bien sûr. Et surtout, c'est quelque chose d'ancré culturellement. Donc, il faut pouvoir l'intégrer plutôt que le combattre. Beaucoup de gens vont chercher à le combattre. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Et même en France, hein, c'est-à-dire quand ton patron sait que tu as quelque chose en parallèle que tu fais, qui pourtant ne t'empêche pas d'être performant dans ce que tu fais au boulot, il le prend mal. C'est comme s'il fallait que tu sois exclusif et que tu ne penses que tu te disperses pas, alors que l'épanouissement qu'il a à côté, justement, permet qu'il soit plus efficace dans ce qu'il fait dans le travail. Ouais, parfois, hein, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, justement, à mener les deux. Donc voilà, ouais, je pense que c'est le meilleur exemple. Alors, toi qui es aujourd'hui en Afrique, est-ce que tu conseillerais aux gens de la diaspora qui peuvent être hésitants de rentrer? Bien sûr, mais après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais oui, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais s'ils ont des doutes, ils hésitent. L'Afrique, ça leur semble être, même si c'est parfois leur pays d'origine, très dangereux. Moi, j'entends beaucoup ça. En Afrique, il y a beaucoup de mafias, il y a beaucoup de gens qui sont pas honnêtes. Et puis, on voit des gens comme toi qui sont, pour le coup, un peu comme des aliens. Mais comment lui, il fait pour partir de l'Europe pour aller s'installer en Afrique? Et en plus, ça semble marcher pour lui. Ça fait quelques années qu'il est rentré. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, moi, ce que je leur dis, c'est quelque chose de très simple, que j'applique à tout, et qui permet d'avancer très vite quand on se pose des questions. C'est de test. C'est tester. J'ai des congés en septembre, j'ai 10 jours.
je vais là-bas, je passe 10 jours et voilà, je fais des rendez-vous avec tel, je sonde. Beaucoup de gens ont fait des tests, sont venus une semaine et ils sont plus jamais repartis. Oui. Donc, ah oui, mais c'est vrai. Il y a plein d'exemples, hein, et pas que des Africains, etc. Donc, il faut en fait réfléchir en test. Il faut pas se dire que toute décision est définitive, parce que c'est ça qui fait peur aux gens. C'est ouais, je vais revenir après, si, machin, etc. Parfois aussi, c'est une question de, oui, le conjoint, oui, peut-être les enfants, puis il y a plein de choses. Ben, il faut aller voir. Il faut tout simplement aller voir, discuter avec les gens, etc. On dit pas de faire ses bagages et puis pas, ça c'était à l'ancien temps. Tu fais tes bagages, tu rentres sur le bateau, là maintenant, je sais pas, tu mets, allez, 600 € même avec certaines compagnies maintenant, tu trouves les 350 €, tu fais, tu y vas, tu explores, tu discutes, etc. Et après, tu te fais ton idée. Tout à fait. C'est ça en fait. Et ça, je l'applique sur surtout. Ah oui, je dois travailler avec un tel, mais je suis pas sûr que si, ça. Ben, test. Et mais il faut juste, tu dis à la personne, c'est un test, testons-nous en fait, tout simplement. Ça vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Moi-même, alors j'avais pas cet esprit de, je vais pour tester, mais par exemple, pendant un an et demi, après j'avais la chance d'avoir pour un client, une grosse compagnie aérienne, donc ça a aidé aussi. Mais chaque 6 semaines, j'étais à Abidjan, donc ça me permet de sonder la mentalité, identifier des gens avec qui tu pourrais travailler, etc., etc., etc. Donc voilà. Très bien. Mais écoute, Kaï, juste avant de terminer, on va parler un peu de toi. Tu es sur quel réseau? Comment on fait pour te suivre? Bah du coup, moi, sur tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, récemment YouTube. Ouais, je suis tes vidéos. Kaï Lumumba, dont le lien se trouve en description. Tout à fait, forcément, toujours. Donc abonnez-vous à la chaîne de Kaï, il partage de très bons conseils business sur l'entrepreneuriat. Ouais, voilà, parce qu'avant d'être de ma structure, je suis passionné d'entrepreneuriat avant tout. J'aime bien toutes ces questions de sur le networking, sur la patience, sur le recrutement, sur forcément un peu sur la communication, sur l'importance d'avoir des mentors, sur l'importance de suivre des entrepreneurs en ligne. C'est vraiment en fait pas mal de choses qui me construisent en tant qu'entrepreneur que j'aime beaucoup partager. Donc c'est ce que je fais. Et voilà. Alors, du coup, moi, j'ai deux dernières questions. Avant de te demander la dernière, une question quand même que j'aime toujours te poser. Est-ce que le fait de s'appeler Kaï Lumumba, ça aide? Lumumba, c'est un nom en Afrique qui parle à tout le monde. Bien sûr. Alors, sachant que je précise, tu es le petit-fils de Lumumba. Patrice Lumumba. Ouais. Donc, fêter l'anniversaire avant-hier. Tout à fait. Et donc, alors aider, honnêtement non, j'ai pas eu d'aide et honnêtement je pense que bon après avec les médias certains mais il y en a pas mal qui se disent et c'est normal, je vis pas au Congo donc en fait ils peuvent se dire que c'est comme je sais pas Kwasi en Côte d'Ivoire, que c'est juste un nom comme ça donc il y a pas le lien n'est pas immédiatement fait. N'est pas immédiatement fait. Par contre, il est plus fait, par exemple, à l'aéroport où là les etc. Sont ils posent la question, voilà. Donc, mais plus d'un point de vue personnel, sympathie, mais vraiment côté affaires, non, pas du tout. D'accord. Du coup, ma dernière question, Kaï, d'après toi, l'entrepreneur, quels sont les 3 conseils ou les 3 qualités indispensables, tu penses, pour être un bon entrepreneur? Parce que là, maintenant, on revient dans ton fief, ton truc qui te fait vibrer. Oui, alors, moi, c'est, franchement, si, je mettrais même 3 fois le mot patience, parce que tellement c'est le mot, en fait, qui a, vraiment changé, même ma vie, en fait. La patience. Ouais, c'est la patience. Mais, pourquoi? Parce que j'ai compris la définition de la patience pour un entrepreneur. La patience, c'est pas la paresse, c'est pas rester chez soi à attendre.
La patience, en fait, c'est travailler extrêmement dur, mais faire confiance au temps qui va t'amener les résultats. Tout à fait. En fait, être conscient que tu décides pas forcément du moment où les résultats apparaissent. Ah, Donc, comme dit un entrepreneur que je suis beaucoup, Gary Vaynerchuk, il dit micro speed et macro patience. Ça veut dire que micro, c'est au jour le jour. Je lève tous les jours. Bon, je fais, comme tout entrepreneur, je fais mes 10-12 heures par jour, 7 jours sur 7, etc. Ça, j'ai pas le choix et puis je peux pas faire autrement, voilà. Par contre, c'est pas parce que tu fais ça que tu dois espérer qu'au bout d'un mois, tu as des résultats. Ouais. Donc, d'un point de vue macro, c'est de se dire que tu fais ça pour que sur une période de 5 ans, on dise que voilà, tu as grossi ton business. J'essaie vraiment au maximum, et c'est difficile de partager ça parce que je pense que chacun a son déclic. Moi, très rapidement, la gestion du temps a été un enjeu primordial dans ma vie d'entrepreneur. C'est quelque chose que j'ai étudié dès le départ. Donc voilà pour... donc la patience, numéro 1. Voilà, la patience. Donc bon, ça va avec la gestion du temps. Un élément également que j'aime beaucoup, c'est la bienveillance, en fait. C'est rare ça, que les gens parlent de ça. Oui, mais c'est rare parce qu'on est dans une... j'ai beaucoup de respect pour Steve Jobs. Mais voilà, il a créé aussi ce mythe de, voilà, pour obtenir des résultats, il faut être dur avec son équipe, etc., etc. Et donc, il y a cette perception que pour être un bon chef d'entreprise, un bon leader, il faut être dur, etc. Bien sûr qu'il faut savoir quand être ferme, mais être dur tous les jours et régner par la terreur, c'est comme pour les politiciens, en fait. Finalement, c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas de... Tout à fait. Voilà, chacun a son style. Donc voilà. Donc je pense vraiment... Moi, je pense que à la base, les gens sont gentils, sont bons, etc. Et que si vous êtes bon avec eux, ils vont le rendre d'une manière ou d'une autre. Et si vous le rendent pas, séparez-vous, en fait, tout simplement. C'est juste que vous partagez pas les mêmes valeurs et puis voilà. Next, le dernier. Et le dernier, c'est j'insisterai quand même sur la culture du résultat, sur de la performance. Je compare beaucoup de choses au football ou au sport en général. À un moment donné, bien jouer, c'est bien, mais il faut gagner. Il faut gagner. Donc, j'espère que, je sais pas quand la vidéo sortira, mais que la RDC écoute mon message. Mais c'est ça! Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je risque de me taper la honte si tu sors la vidéo. Après leur élimination, ils jouent Madagascar. Franchement, s'ils ne gagnent pas Madagascar, c'est pas la peine d'aller plus loin. Madagascar a battu, c'est vrai. Des équipes, donc, voilà. C'est pas un match facile. On reste dans l'humilité malgré le film book. Donc voilà, il faut gagner, il faut penser résultat, il faut penser productivité. Il faut donc essayer de mesurer la productivité qu'on a. Ok. Et coûte que coûte, il faut vraiment que quand on a un rêve, je dirais que une vie c'est l'addition d'années réussies, de mois réussis, de jours réussis, donc d'heures réussies. Donc vraiment chaque minute compte, chaque heure compte, et il faut faire le meilleur de ce temps-là pour pouvoir en fait réussir son ambition, je dirais finale. J'avais pensé à cette question et elle m'est revenue entre temps, heureusement. Comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Pourquoi est-ce que tu fais ça en d'autres termes? Alors, est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est parce que tu aimes l'Afrique? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Oui, j'aime l'Afrique, ça c'est aucun doute. L'argent non, parce qu'en fait, encore pareil, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quelqu'un qui disait que je ne serai pas l'entrepreneur qui a le plus de sous, mais je serai celui qui donnera le plus de conseils, par exemple. C'est-à-dire, en fait,
aller être le meilleur dans une ligue qui t'intéresse vraiment, en fait. Je ne pense pas, en fait, qu'on respecte forcément celui non, je ne pense pas que celui qui fait le plus de sous est celui qui a le plus d'impact, en fait. Et du coup, au contraire, même pour avoir plus d'impact, il faut, du coup, comme on a besoin de temps pour créer cet impact, donc voilà. Donc là, on est en train de développer un projet sur la DICOM Academy pour former des milliers de jeunes sur le social media. Moi, mon grand rêve, ce serait d'être retenu comme voilà, comme une personne qui a incité, inspiré une génération d'entrepreneurs africains à soit se lancer ou soit à donner un cap décisif à leur entreprise. Donc ça, c'est d'un côté entrepreneuriat, et puis côté communication digitale, où là on rejoint plus mon côté expertise. C'est vraiment également permettre à beaucoup de personnes de passer un cap dans leur expertise sur ce domaine-là. En fait, pour répondre de manière à cette question profonde, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans les missions de Totem Experience, on dit qu'on permet aux organisations de passer au next level en termes de communication, mais à côté, on dit permettre aux acteurs, donc aux professionnels du secteur en général, à être leur permettre de passer au niveau supérieur d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que moi, j'insiste beaucoup auprès des équipes pour dire qu'en face de vous, vous avez pas qu'une entreprise, c'est une personne. Tout à fait. Et cette personne a des objectifs personnels. Et c'est ces objectifs-là, en fait, qui finalement m'intéressent. C'est l'être humain qui m'intéresse. C'est l'humain, ouais. Un nombre incalculable de directeurs vous diront que le jour au lendemain, quand ils changent de poste, ou qu'ils sont plus dans le coup, leur téléphone, tout le monde est donné. Voilà. Ça, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Pour moi, c'est inconcevable. C'est que les gens vous retiennent parce que vous avez été sincèrement intéressé pour les faire évoluer. Donc c'est ce genre d'impact qui est difficile à exprimer aujourd'hui, mais qui m'intéresse. Justement, la question derrière, justement, c'est pourquoi tu as envie d'avoir cet impact-là? Pourquoi tu veux aider les gens? Ah oui, mais si tu rentres dans le why du why, on n'en finit plus, c'est ça? Oui, tu vas me sortir le schéma, tu vas faire mon portrait japonais, tout ça, non?